Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être avec nous en ce dimanche de la Pentecôte. Je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. Tout de suite pour commencer, en France, une délégation conduite par le président Ange Razouel participera à la 3e édition de la conférence internationale sur l'océan qui se tiendra du 9 au 13 juin à Nice. Aujourd'hui, la délégation s'est rendue dans la principauté de Monaco pour assister à la clôture du sommet de l'économie bleue et le financement, ou BEFF 2025, qui coïncide également avec la journée mondiale de l'océan. Sur place, Miarvoulat Sferan pour plus de détails. Le prince Albert II de Monaco a accueilli le président Ange Razouel à l'entrée du Grimaldi Forum de Monte-Carlo dans la principauté de Monaco. Une poignée de main, une séance photo et un bref échange ont marqué cette rencontre protocolaire. Le président Ange Razouel figure parmi les chefs d'État et de gouvernement invités à ce forum sur l'économie bleue et le financement BEF 2025, organisé à Monaco, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération qui s'étend de plusieurs années dans les domaines sociaux et humains, notamment dans la santé et la lutte contre la malnutrition. Cela inclut, entre autres, la création de l'usine NutriSud à Tolagnaro, qui produit des compléments nutritionnels destinés aux enfants souffrant de malnutrition dans le sud de Madagascar, en partenariat avec l'association FITI, présidée par la première dame Mial Razouel et la fondation Mérieux. Concernant la clôture du BEF, des échanges d'expériences et de solutions financières ont eu lieu entre les pays participants en vue de la protection et du développement durable des ressources marines. Il a été souligné qu'un financement continu à hauteur de 175 milliards de dollars par an est mobilisé à l'échelle mondiale pour soutenir l'économie bleue. Une attention particulière a été portée à la facilitation de l'accès pour des pays comme Madagascar, au financement lié à l'économie bleue et aux fonds climatiques tels que le Fonds vert pour le climat. L'importance d'avancer vers la ratification du traité sur la haute mer ainsi que le traité sur la biodiversité marine a également été soulignée. Ce forum a permis de réaffirmer l'appel à l'action concrète et à un changement de comportement en faveur de la protection des océans et du développement durable. Cela nécessite un renforcement des partenariats entre les secteurs publics et privés. Outre le président Ange Razouel, était également présent à la cérémonie de clôture du BEF à Monaco, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président français Emmanuel Macron en visite officielle à Monaco ce week-end, qui a personnellement invité le président Ange Razouel à cette cérémonie, en signe de la solidité des relations entre Madagascar et la France, après la visite officielle à Madagascar les 23 et 24 avril 2025. Ont également été aperçus lors de cette cérémonie le prince William, prince de Galles, le président de la République du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République du Costa Rica, Chavez Robles, et le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves. Tous font partie des plus de 50 chefs d'État et de gouvernement attendus à la cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, qui s'ouvrira demain à Nice. Dans les actualités également, la Pentecôte célébrée aujourd'hui est un événement majeur pour les chrétiens. Les églises étaient toutes pleines et la plupart ont organisé 2 cultes dans la journée. Au temple FGKM d'Anjambat Feizour, cette journée a également été marquée par la célébration du Vukadeibe. Fajesena Mireille, Yves Janel. La Pentecôte commémore la descente du Saint-Esprit. En tant que fête majeure, elle a mobilisé les fidèles qui ont afflué massivement dans les églises aujourd'hui. Les lieux de culte ont accueilli 2, voire 3 offices, tous remplis de fidèles.
pour l'église FJKM d'Anjambat Feyzour, rattachée au synode régional ouest Antananarivo, la Pentecôte a coïncidé avec la célébration du Fugadeibé qui a eu lieu chaque deuxième dimanche du mois de juin. Par ailleurs, l'agrandissement de l'église est en cours, dans le cadre des festivités marquant le 150e anniversaire de la FJKM Anjambat Feyzour. Un repas festif est prévu à cette occasion le samedi 21 juin prochain. Il est interdit de pique-niquer aux abords de l'aéroport international d'Ivat durant les fêtes de la Pentecôte, selon une note officielle. Cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité. Une disposition similaire avait déjà été appliquée durant les fêtes de Pâques. Fajasena Mireille. L'aéroport international d'Ivat est un des lieux où l'on observe habituellement une forte affluence lors des jours fériés. Pour assurer la sécurité, toute activité de pique-nique est interdite dans la zone aéroportuaire pendant les fêtes de la Pentecôte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle décision est prise. Une mesure identique avait déjà été instaurée lors des fêtes de Pâques, y compris le lundi de Pâques. Cette décision vise à garantir l'ordre public et la sécurité durant cette période festive. Et puis, la célébration de la fête nationale a commencé vendredi dernier dans la commune de Talatamati. Un office religieux et une opération de circoncision collective gratuite ont marqué le coup d'envoi des festivités. Outre les actions sociales, des activités économiques viendront également mettre en valeur les richesses dont dispose la commune. Fajasena Mireille, Yves Janel. L'ouverture officielle de la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance s'est tenue vendredi dernier dans la commune de Talatamati. À cette occasion, 185 enfants ont été circoncis et ont reçu des jouets. Cette opération de circoncision de masse, organisée chaque année, vise à alléger les dépenses des parents, explique le maire Rarnoussi Eli Dominique. Il a également indiqué que des aides sont prévues pour les personnes vulnérables de la commune. Toujours dans le cadre des festivités de la fête nationale, une exposition baptisée Santa Bar Santa Bukac se tiendra du 19 au 21 juin. Elle mettra en avant les productions locales dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Et puis la journée internationale de l'artisanat sera célébrée ce mardi 10 juin au Mainin Business Center Ivatu. Plusieurs activités sont prévues, remise de cartes biométriques pour les artisans, conférences, remise de distinctions honorifiques pour les artisans, ainsi qu'une exposition vente présentant divers produits artisanaux. Toujours un reportage de Fajasena Mireille. L'artisanat, moteur du développement durable, tel est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de l'artisanat. L'événement est organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec le CENAM. Ce qui distinguera la célébration de cette année, prévue au Mainin Business Center Ivat le 10 juin, sera la distribution de cartes biométriques à certains artisans. Sur les 750 demandes reçues, 400 artisans recevront cette carte. Cette carte biométrique offre plusieurs avantages: accès à des crédits à faible taux dans les banques, possibilité de bénéficier de soins médicaux et reconnaissance officielle de l'expérience professionnelle pour améliorer la qualité des produits. D'autres activités viendront également marquer cette journée internationale: conférences, remise de distinctions honorifiques et stands d'exposition mettant en valeur une large gamme de produits artisanaux. Il est à noter que près de 3000 artisans sont actuellement recensés par le ministère. Dans le domaine de l'éducation, tout est déjà prêt au niveau de la Cisco d'Avarajan pour les épreuves du CEPE qui se tiendront ce 17 juin. Les derniers détails logistiques sont en cours de finalisation. Ce CEPE 2025 se fera selon le nouveau système instauré par le ministère de l'Éducation nationale à compter de l'année scolaire 2025-2026. Félana Rakoutoir Soul, Anzar Razonarville. Après le CEPE blanc organisé par la Cisco d'Avarajan, les derniers préparatifs sont en cours pour le bon déroulement de l'examen officiel du CEPE.
Les préparatifs sont réalisés selon les nouvelles directives fixées par le ministère de l'Éducation nationale dans le but de lutter contre la corruption et d'éviter d'éventuelles fuites de sujets, explique Ainan Binsurati Majes, chef de la circonscription scolaire d'Avarajan. 12 981 candidats sont inscrits cette année dans la Cisco d'Avarajan pour l'examen du CEPE. Ils seront répartis dans 23 centres d'examen. Et puis le PP de Mianjariv dans la commune de Maïnt a bénéficié d'une nouvelle salle de classe grâce à un partenariat avec une organisation non gouvernementale. La remise officielle de ce bâtiment scolaire s'est tenue hier. Les élèves qui s'apprêtent à passer l'examen du CEPE ont également reçu des kits de préparation. En dehors du domaine éducatif, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le Fouktan de Mianjariv a été doté d'un système d'éclairage solaire. L'école de Mianjariv existe depuis 129 ans, puisqu'elle a été fondée en 1896. Il s'agit donc de l'un des établissements scolaires les plus anciens de la région d'Analamang. Grâce à une collaboration avec ses partenaires, le PP Mianjariv à Maïnt a pu construire une nouvelle salle de classe dotée de matériel destiné aux élèves de la maternelle. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif d'amélioration de la qualité de l'enseignement, en parfaite cohérence avec les orientations du gouvernement. Outre l'éducation, l'installation de panneaux solaires apportera un bénéfice direct à la population de Mianjariv en renforçant la sécurité. Des travaux d'éclairage public sont également en cours dans le centre-ville de Maïnt, dans le but de renforcer la sécurité et d'améliorer les conditions de vie des habitants. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. À la veille du sommet des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice, les attentes sont fortes. Chefs d'État, scientifiques et ONG se réuniront pour discuter de la protection des mers face au changement climatique, à la pollution et à la surpêche. L'objectif, obtenir des engagements concrets pour préserver cet écosystème vital pour la planète et pour l'humanité. France 24. C'est un déchet qui ronge à petit feu les océans. Il empoisonne les coraux, les poissons et notre alimentation. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique est déversé dans l'océan. Lors des moussons en Indonésie, on peut observer l'ampleur de cette pollution. Nous n'avons jamais vu une telle accumulation de déchets plastiques d'1 mètre de haut sur le sable. En seulement 6 jours de nettoyage, nous avons collecté 25 tonnes, ce qui est un record pour nous. Les plus gros morceaux peuvent être retirés, comme sur cette plage de Bali. Mais avec l'usure, ils deviennent des microplastiques de moins de 5 mm, ingérés par les animaux marins. Comme en Méditerranée, la mer la plus polluée au monde, elle concentre 7% des déchets plastiques. Les études nous montrent que d'ici la moitié du siècle, si on continue sur cette lancée, la pollution plastique devrait être multipliée par 3 en fait d'ici 2060. Donc on est très loin des objectifs qu'on s'est fixés. Pour les ONG, il est urgent de réduire la production mondiale de plastique. Un traité pour lutter contre cette pollution pourrait être négocié à Genève au mois d'août. Des échanges entre délégations sont déjà prévus cette semaine à Nice. Le Soudan fait face à une épidémie de choléra particulièrement alarmante dans la capitale Khartoum, où plus de 1000 nouveaux cas sont recensés chaque jour. Le système de santé déjà fragilisé par le conflit peine à contenir la propagation de la maladie. France 24. Un hôpital de fortune pour tenter de contenir une épidémie qui se propage à grande vitesse. Ces malades sont soignés dans un centre de traitement de l'UNICEF à Sennar, un quartier de Khartoum. Ils font partie des 1000 cas de choléra recensés chaque jour dans la capitale soudanaise. Mais pour l'ONG, il faut avant tout sensibiliser les populations. En plus de fournir des traitements, nous faisons également de la sensibilisation, ce qui est nécessaire dans les zones sensibles. Nous approchons maintenant de la saison des pluies, la situation pourrait s'aggraver. Des ressources supplémentaires sont donc nécessaires. Première cause de l'augmentation du choléra, le manque d'eau potable. La guerre civile qui touche le pays depuis plus de 2 ans a démantelé une grande partie du système d'assainissement. Les habitants sont donc condamnés à boire de l'eau insalubre.
Après 2 ou 3 mois de guerre, l'approvisionnement en eau s'est arrêté. L'électricité a été coupée puis rétablie, mais l'eau s'est complètement arrêtée. C'est au-delà de toute lutte et en ce moment, il y a beaucoup de souffrance. Depuis que nous sommes revenus ici, le seul moyen pour trouver de l'eau potable, c'est d'aller en chercher dans la rivière avec des camions. Ensuite, nous la remplissons dans des conteneurs, nous la laissons reposer un moment, puis nous la buvons. La guerre civile a également provoqué l'effondrement du système de santé, avec à ce jour, seuls 20% des hôpitaux soudanais encore en service. Pour terminer, en Syrie, 6 mois après la chute du président Bachar el-Assad, des groupes fidèles à l'ancien régime continuent de déstabiliser le pays en appelant à une contre-insurrection armée. En fin mai, l'ex-commandant de la 4e division a diffusé une vidéo dans laquelle il menace de reprendre le contrôle de la côte où se réfugie la majorité de ses combattants. France 24. C'était le cœur du pouvoir des Assad, le palais présidentiel de Damas, pris en quelques heures par ces rebelles, il y a 6 mois. À leur tête, Ahmed al-Shara, ancien membre d'Al-Qaïda et leader d'HTS, organisation islamiste. Il devient le président par intérim, dispose des pleins pouvoirs, mais s'engage à créer une nouvelle gouvernance. J'ai pris la responsabilité de veiller à ce que le processus soit mené dans le respect des normes juridiques. Après 14 ans de guerre civile, l'une de ses priorités, restaurer l'unité du pays, très fragmenté politiquement et religieusement. Il a demandé la dissolution des groupes armés, mais évidemment, les minorités, dans leurs inquiétudes, sont réticentes à accepter ce désarmement, et elles le sont d'autant plus qu'on a assisté à des dérives sectaires contre les Alaouites. Des violences communautaires contre les Alaouites, minorité dont est issu l'ancien président syrien. Elles ont fait plus de 1700 morts en mars. Sur le plan économique, la situation est aussi dramatique. Al-Shara cherche à faire lever les sanctions qui frappent la Syrie, ce qu'il obtient lors de sa rencontre avec Donald Trump. Je vais ordonner l'arrêt des sanctions contre la Syrie pour leur donner une chance de grandeur. Une levée des sanctions suivie par l'Union européenne. Les Occidentaux misent aussi sur le pouvoir syrien, aujourd'hui en première ligne pour lutter contre le terrorisme. Il y a une semaine, l'État islamique a revendiqué son premier attentat contre le nouveau régime. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après votre film de la soirée, God Save Tush. Au revoir et bon dimanche sur Viva.